chaque année, des millions de petites filles sont mariées à travers le monde et malheureusement, on assiste trop souvent au silence, voire à l'inaction des femmes et des mères des victimes. Ce silence qui semble anodin et innocent contribue à la persistance de ce fléau. Mais quelles en sont les causes profondes? Est-ce de la passivité, de la résignation ou une simple acceptation? C'est ce que nous explorons aujourd'hui dans Et nous. Avec nos invités du jour, Mimi Akakpo Badohou, militante au sein du mouvement AM, elle en est également la trésorière, et Essenam Nuklui qui nous vient du WANEP Togo. Fidèles auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur Radio Djena, Michak Nyaro au micro. Chers invités, bonjour. Bonjour Michak. Bonjour Essenam. Bonjour. Bonjour Mimi. Bonjour. Oui, alors Mimi Akakpo, dites-nous, qu'est-ce qui explique la persistance du mariage des enfants dans nos communautés? Bonjour les auditeurs. Le mariage d'enfants persiste malgré les luttes parce que c'est une pratique qui est vraiment ancrée dans les communautés. C'est que ça se pratique de génération en génération. Donc, pour vraiment l'abandonner, il faut du temps, il faut de l'effort et beaucoup de sensibilisation pour y arriver. Et Sénam, vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis avec madame. Moi, j'aimerais rajouter qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. D'abord, les facteurs économiques, la pression économique, où bon nombre de familles, en tout cas dans beaucoup de sociétés, la présence des filles dans ces foyers constitue des dépenses inutiles, sont perçues comme des dépenses inutiles par les responsables de ces familles-là. Oui. Et non seulement ça, pour eux, quand on donne une fille en mariage, c'est un moyen de gagner de l'argent. C'est une source de source de revenus. Donc, ces personnes qui s'adonnent à ce genre de pratique voient en ces jeunes filles-là non seulement des êtres humains, mais plutôt des propriétés, des biens qu'ils peuvent troquer ou vendre pour pouvoir avoir de l'argent. Et il y a également l'ancrage du patriarcat dans nos sociétés. Oui. Malheureusement, encore dans nos sociétés, pour beaucoup de familles, les femmes ne sont pas des êtres humains. C'est triste à dire, on est en 2025, c'est vraiment triste d'avoir à répéter cela, mais aujourd'hui, dans nos sociétés, les femmes sont perçues comme des objets. Les femmes n'ont pas de mot à dire, les femmes sont les propriétés des hommes. La preuve, quand une fille commence à grandir, on glorifie la chasteté au niveau de la fille. Et on fait peser le poids de l'honneur de la famille sur les épaules de cette jeune fille-là. Et au même moment, pour le jeune garçon, on encourage une vie sexuelle active. On se dit, plus il est actif sexuellement, plus c'est un vrai homme. On le qualifie de vrai homme. Mais pour la fille, pour la jeune fille, on fait peser ce poids-là sur ses épaules, malheureusement. Oui. Alors, oui, allez-y. Non, je vais vous laisser continuer. Je voulais évoquer les autres facteurs, mais allons-y. On y reviendra. Voilà. Oui, alors elle a parlé de tradition, de l'ancrage à nos coutumes. Elle a également parlé de la pauvreté. Vous êtes militante au sein du WILDAF Togo et du mouvement AM notamment. Alors, dites-nous, par rapport à vos expériences sur le terrain, de la tradition et de la pauvreté, quelle est la principale raison qui motive le mariage des enfants? Bon, en fait, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Mais moi, je trouve que, généralement, quand nous approchons ces communautés, c'est quelque chose qui se fait et doit se perdurer. Généralement, c'est un peu ça. Parce que nous essayons de leur faire comprendre que ça ne nous arrange pas. Ils comprennent la situation. Ils comprennent le bien fondé de nos luttes pour l'épanouissement des jeunes filles. Mais, à votre grande surprise, les mêmes personnes que vous avez essayé de faire comprendre cela, de sensibiliser, ils vont répéter les mêmes choses à votre départ. Donc, c'est vraiment quelque chose, ça ne les gêne pas tellement. Et nos parents faisaient ça, pourquoi vous voulez que nous on arrête? On fait, c'est pas si grave que ça. Ils normalisent un peu la situation. C'est pourquoi cela perdure. D'accord, donc finalement, c'est un phénomène qui est accepté et normalisé dans nos sociétés. Accepter, normaliser, je vais plutôt dire que c'est un phénomène qui avantage une certaine catégorie d'individus dans la société. C'est pour ça que cela perdure. Si ce n'était pas le cas, ça fait très longtemps que on aurait mis fin à cela. Et quand je fais référence à une certaine catégorie, je fais référence spécialement aux hommes. J'ai dit tout à l'heure que les filles représentent des biens.
aux yeux de leurs parents, surtout des hommes, des propriétés. Et la contraction de ces mariages-là, à travers la dot, représente non seulement une source de revenus, mais les mariages ne sont pas contractés seulement à cause de l'argent. Et ce mariage-là de ces jeunes filles représente également des enjeux politiques à travers lesquels des alliances sont formées, alliances sont scellées, et aux dépens des jeunes filles. Donc, c'est parce qu'il y a des individus, surtout les hommes, dans cette société-là, qui trouvent leur intérêt, leur privilège dans cette pratique-là, que cela perdure. Et le fait que dans nos sociétés, les femmes n'aient pas droit au chapitre, les femmes n'ont pas vraiment leur mot à dire, on ne leur donne pas de la voix, on ne leur donne pas les moyens de s'exprimer, elles subissent également ce phénomène-là. D'accord, très bien. Alors, à quel âge, dans quelle tranche d'âge se situent généralement les filles qui sont mariées précocement? Généralement, elles se situent entre 12 et 15 ans. 12-15 ans, maximum 16 ans. Et la majorité n'atteint même pas 18 ans. D'accord. Est-ce que vous disposez des chiffres? Oui. Sur le plan national? Bien sûr, sur le plan national. Par exemple, au niveau de Cricri, le phénomène se déroule plus au nord du Togo. Donc à Cricri, on a observé que le mariage d'enfants se pratique à 50%. Maintenant, c'est dans la préfecture de Tchambassa. Oui. Maintenant, au niveau de Tchanaga, dans l'Oti Sud, là-bas, c'est à 95%. C'est vraiment alarmant, quoi. C'est que les filles elles-mêmes également, elles ont accepté le fléau, le principe, on a marié ton père et ta mère, ainsi toi aussi, on va te marier comme ça. Donc, c'est accepté. Donc, les filles elles-mêmes aussi, elles-mêmes réclament parfois, elles cotisent. Ah oui. Oui, elles cotisent pour pouvoir célébrer, faire de grandes célébrations. Alors que ces filles-là, elles ignorent les conséquences du mariage d'enfants. Donc, les chiffres sont vraiment alarmants. Oui. Alors, dans quelle situation sociale se trouvent ces jeunes filles avant le mariage? Sont-elles scolarisées? Font-elles des métiers avant de rentrer dans le mariage? Oui, et c'est moi, j'aimerais rappeler une chose. Au Togo, la loi interdit les mariages d'enfants. Oui. Dans le code de la famille, qui a été modifié en 2012, l'âge légal pour un mariage au Togo, pour les filles comme les garçons, c'est 18 ans. Et même le code de l'enfant modifié en 2007 également interdit ce mariage-là et ramène également cet âge-là à 18 ans. Et maintenant, dans ta question tout à l'heure, tu as demandé comment vivent ces jeunes filles dans ces foyers. Non, pas encore dans le foyer, mais quel est leur statut social avant le mariage? On parle de 12-15 ans. Oui, sont-elles scolarisées avant? Font-elles des métiers? Les enfants, leur statut social, le statut, c'est simple, ce sont des enfants. Il n'y a pas un statut plus parlant que ça. Ce sont des enfants, et des enfants, on en prend soin. Des enfants, on fait le nécessaire pour que ces enfants-là puissent s'épanouir. On leur donne le moyen déjà d'avoir une vision et de contribuer au développement de leur société. Ça, c'est le statut normal qu'un enfant devrait avoir. Et malheureusement, dans ces contrées-là, dans nos sociétés, dans ces communautés où ces pratiques-là sont de monnaie courante, on est arrivé à faire croire à ces innocents-là qui ne savent, dont le cerveau n'est même pas encore développé, que c'est un privilège, c'est un honneur si on te donne, toi, une petite fille de 12 ans en mariage à un homme de 40 ans. Vous voyez l'horreur de la situation, l'atrocité de la situation, arriver à transformer, à saupoudrer une atrocité, un crime de paillettes pour en faire des étincelles et faire croire à des mœurs honorables. Et surtout, ce qui est mis en avant comme argument, c'est on veut préserver l'honneur de la fille, on veut préserver l'innocence de la fille, la vertu, la pureté. Ça revient souvent. Mais comment est-ce que vous voulez préserver la pureté et l'innocence d'un enfant en le donnant à un vieux père de 45 ans alors que la petite a 12 ou 13 ans? C'est quelle innocence vous voulez préserver? L'enfant, ce vieux-là, va lui apprendre quoi? Que vous, les parents qui l'avez mis au monde, n'avez pas eu le réflexe de lui apprendre. Ça voudrait dire que vous, les parents, même d'abord, vous vous traitez d'irresponsable, vous vous traitez d'inconscient, vous vous traitez d'incapable. Donc, le statut social que ces enfants ont normalement, c'est un statut d'enfant d'avenir d'une nation à préserver. Mais malheureusement, ce sont des victimes
à qui on fait croire que c'est un honneur dans les communautés dont madame vient juste de parler. On est arrivé à faire croire à ces petites filles-là que ces atrocités qu'elles vont vivre, c'est ça, c'est la norme, c'est ce qui devait être. Et que c'est glorieux. Et que c'est glorieux, alors que c'est vraiment atroce. D'accord. Alors, parmi les cas que vous avez recensés, quelle était la situation de ces petites filles mariées? Est-ce que parmi ces filles, il y en avait qui fréquentaient déjà? Oh, il y en a. C'est que généralement, ces filles, elles vont à l'école. Elles vont à l'école. Elles vont à l'école. La majorité d'entre elles, souvent, elles sont au niveau de CM2, 6e, 5e. Et puis, parfois, on t'oblige à se marier. Sinon, ce sont des filles brillantes aussi. Hein. Généralement, elles sont très brillantes. Elles vont à l'école, mais malheureusement, les négociations se font à leur dos. Donc, tu n'as pas du tout ton mot à dire. Et qu'est-ce qui se passe? Après ces mariages ne durent même pas. Puisqu'il n'y a pas le consentement de la fille qui a été pris en compte. Donc, elle reste là-bas, elle fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et après, elle fuit. Et souvent, elle n'est même pas fidèle. Puisque elle n'a pas fait son choix, on l'a obligée. Mais bon, les désirs sexuels arrivent, donc elle fuit pour aller rejoindre encore un autre homme. Et souvent, c'est des cas qui se répètent. C'est des choses qui se répètent. Une fois qu'elle va fuir, peut-être qu'on va la ramener de force. Et petit à petit, elle saute d'homme en homme. Sinon, ces mariages-là, ça ne dure pas. Non. Oui. Dans le temps, on parlait de mariage arrangé et généralement, ça se faisait à la naissance de l'enfant, de la petite fille. On décidait de la marier à une autre famille quand elle va atteindre un certain âge. Est-ce que c'est toujours les mêmes réalités? Ou on attend qu'elle ait l'âge de la puberté avant de la marier? Et ce pratique diffère des communautés. Dans certaines communautés, dès la naissance, on fait les contrats. Et une fois la fille arrivée à l'âge adulte, on l'amène chez le monsieur. Mais dans d'autres communautés, on attend jusqu'à 12 ans et puis on fait les négociations pour qu'elle puisse rejoindre le mari. Et Sénam, dites-nous, est-ce qu'il y a une similitude entre les communautés qui pratiquent le mariage des enfants? Bien sûr qu'il y a une similitude. Mais avant de revenir à cette question, j'aimerais vite fait donner un exemple sur le sujet dont madame vient de se prononcer. J'ai eu à suivre un reportage en ligne, je ne sais plus si c'est sur Slice, sur YouTube, ou bien si c'est sur Arte. Ils font généralement des reportages. Et là, c'était la journaliste, en tout cas d'investigation, a suivi le mariage d'une enfant. Mais c'est dans une communauté, c'est dans un pays de l'Afrique de l'Est quand même. Oui. Donc, cette enfant, elle avait 14 ans. Et elle allait à l'école. On lui a fait savoir que sa mère lui a fait savoir qu'elle va entrer en mariage, qu'elle ne pourra pas aller à l'école. Et quand on a interviewé, quand la journaliste a suivi la cérémonie, quand on a demandé à cette jeune fille, parce qu'on l'a préparée, et la préparation au mariage, c'est quoi? On lui apprenait comment être active au lit, comment être... Surtout, la préparation était beaucoup centrée sur l'aspect sexuel et l'aspect soumission. De toutes les façons, c'est tout ce qu'on attend d'elle. Et toutes les femmes qui étaient dans cette séance, malheureusement, sont passées par là. Oui. Même sa propre mère est passée par là. Et dans ce mariage-là, quand on l'a mariée, enfant, sa mère, elle a contracté le VIH. Dans ce mariage-là, heureusement que la petite, elle n'a pas été contaminée parce qu'elle a donné naissance à l'enfant avant que le monsieur ne la contamine. Et quand on lui a posé la question si elle voulait aller à l'école, elle a dit oui, qu'elle aimerait beaucoup aller à l'école. Mais vous savez le pourquoi elle est en mariage et à qui on l'a donné en mariage? À un vieux monsieur de presque 50 ans. Et quand on a interviewé le monsieur, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette petite fille? Il a dit d'abord que sa femme est un peu âgée, elle est malade, donc il pense qu'il faut de l'aide à sa femme à la maison. Et de 2, elle est jeune, elle est encore vierge, donc elle est fraîche. C'est les raisons. Et surtout, la 3e raison, la principale. Et en disant cela, il souriait en plus. Il a dit, bon, lui, il a les moyens de prendre une enfant de 14 ans, donc il le fait. Parce que la dot, c'était des vaches qui ont été données à la femme, à la famille de la petite, des vaches. Et c'est le prix de la dot. Il souriait. J'ai les moyens, j'ai les vaches, donc je peux me permettre de... Vous voyez l'atrocité de cette situation? Et maintenant, pour en revenir à ta question, si tu veux me rappeler, s'il te plaît. Oui, je parlais des mariages arrangés qui sont dans le temps, qu'on concluait à la naissance de la fille.
Je demandais si c'est toujours d'actualité dans les communautés. Oui, c'est toujours d'actualité. Et là, je ne vais même pas prendre notre contexte. Je vais aller directement aux États-Unis. Il y a également un reportage sur Arte qui est sorti en 2024 et qui a fait état de la situation aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, on est en 2025. Oui. En 2024 ou même à l'heure actuelle, dans 30 États, dans 37 États des États-Unis, le mariage des enfants est légal, est toujours autorisé. Et dans 20 États des États-Unis actuellement, il n'y a aucune limite d'âge pour le mariage. Ce qui fait que dans le reportage, il y a des enfants, des jeunes filles de 10 ans qui ont été mariées à des hommes de plus de la quarantaine. Et pour que ce mariage se fasse, il faut l'accord des parents et l'autorisation d'un juge pour que ce mariage puisse se faire. Ça, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Je vous parle des États-Unis, USA, pour ceux qui ne savent pas. Oui, l'information est en ligne, vous pouvez toujours vérifier. Super. Et ici, quand on revient... ici également, c'est toujours de coutume. J'ai parlé tout à l'heure d'enjeux politiques. Dans les des gens dans les communautés. Oui. Et quand je parle de politique, je fais référence au pouvoir, oui, à l'autorité. Et si un père, par exemple, vise un titre de notable, un titre de chef, par exemple, dans une famille, et il sait que, bon, pour accéder à ça, je veux du sang royal, il va vouloir contracter une alliance avec cette famille-là. Et il a une fille, l'autre dit, OK, ta fille, moi, je vais l'épouser. Ou bien le chef va dire, moi, je vais te nommer notable dans peut-être 12 ans. Quand ta fille aura 12 ans, moi, je vais épouser ta fille de 12 ans. Et je te nommerai notable. Donc, c'est comme ça les mariages arrangés se passent dans nos communautés. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça se fait. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est l'une des raisons. D'accord. Alors, quelle est la réaction des communautés, des personnes, des villages, des contrées où on marie les enfants? Comment ils réagissent souvent? C'est un pratique qui se fait. Donc, bon, ça ne les surprend pas. Ils encouragent même ça. Puisque, bon, ça ne gêne personne. Mais le problème, c'est que ça gêne les enfants. Mais les enfants sont sans voix. Et les femmes même qui sont victimes, parfois, elles ne sont pas contentes. Mais comme la femme n'a pas son mot à dire dans cette histoire, bon, elle aussi, elle se résigne. Elle ne parle pas. Mais il faut que nos femmes, nos mamans aussi changent de mentalité. Parce que c'est très important. Elles savent que ce qu'elles ont vécu, ce n'est pas bien. Il y a eu des conséquences sur leur état de santé. Il y en a eu qui ont contracté des maladies telles que madame vient de le dire. Et puis, il y a eu des complications lors des accouchements. Il y a eu des morts. Il y a d'autres complications gynécologiques. Et sur le plan psychologique aussi, il n'y a pas d'estime de soi. Donc, elles savent, elles sont conscientes que ce problème-là, cette pratique, c'est pas bon. C'est pas bon pour elles ni pour leurs enfants. Mais comme on est tellement habitué à la soumission, on doit se soumettre, c'est ça le modèle. C'est ça que, bon, elles acceptent. Mais j'exhorte toutes les femmes à vraiment se réveiller parce que c'est un faux problème. Dire que la femme n'a pas son mot à dire, c'est faux. Peut-être qu'elle doit savoir quand parler et où parler. Parce que, bon, peut-être en communauté, tu n'as pas le droit de parler. Mais bon, excusez-moi, au lit, tu peux parler gentiment à ton monsieur et puis il va t'écouter. Est-ce que ce n'est pas aussi un autre problème? Oui, donc il faut que nos femmes, nos mamans soient vraiment conscientes que non, on ne doit plus se taire. On doit vraiment plus se taire. Ce n'est pas seulement le problème des OSC qui se battent sur le terrain, mais c'est un problème de toute la communauté. C'est très important. Surtout les mamans, il y a un adage qui dit ce que femme veut, Dieu le veut. Il est vrai que peut-être tu n'as pas ton mot à dire parmi les notables, la communauté, les chefs religieux, mais à la maison, tu te dis, tonton, tu sais, imagine, regarde, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes dans notre gouvernement. Tu vois, Victoire et madame, le premier ministre, notre fille aussi, elle peut devenir comme ça. Petit à petit, tu l'amènes à la réalité. Et puis, le monsieur même va voir, il va dire, ah, c'est vrai, on va plutôt la laisser continuer l'école. Et une fois grande, elle-même, elle peut décider. Et puis, ça aura plus d'atouts pour la communauté, pour la famille et pour le Togo. Parce que c'est beaucoup de pertes. Des filles qui finissent comme ça dans les mariages, bon, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Mais plutôt, si on la laisse continuer et elle finit ses études, elle va ramener plus d'argent que l'argent que le monsieur là va donner. Et ce monsieur là va donner pendant combien de temps? Au maximum 3 ans. Puisque lui, tel que madame vient de dire, il va encore voir une autre jeune fille, une petite fille. Et comme elle a les moyens, lui aussi va encore prendre celle-là.
Oui. Donc, ça va toujours continuer, c'est pas bon. Oui. Est-ce que le silence de ces mamans, de ces femmes-là, n'est pas justifié à la peur d'être peut-être bannie ou d'avoir des conséquences lourdes? Non, c'est ce que je viens de dire. Elle doit savoir quand parler et où parler. Par exemple, dans une réunion, tu es avec ton mari, tu ne peux pas te lever et puis commencer par dire que non, on ne va pas marier ma fille. Non, ça ne peut pas aller. Mais à la maison, tu es seul avec ton mari. Là, tu peux le convaincre, tu peux le raisonner. Et le lendemain, c'est le monsieur. Mais une fois qu'il est convaincu, c'est le papa même qui va dire non. Il faut que ça s'arrête dans notre communauté. Et petit à petit, lui aussi va convaincre les autres. Parce que l'objectif, c'est qu'on puisse éradiquer ce phénomène. Il faut qu'on puisse arrêter vraiment ce phénomène. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de pertes pour la fille elle-même, pour la famille, tel que je viens de le dire, et pour la nation. Oui. Et Senam, elle propose le fait que les mamans aillent doucement, parlent avec les papas pour pouvoir les convaincre d'arrêter le mariage. Oui, en fait, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que on considère les conseils d'une personne qu'on estime, n'est-ce pas? C'est une personne que vous estimez, que quand cette personne vous parle, vous écoutez. Malheureusement, ce n'est pas le cas des femmes dans les communautés, dans beaucoup de situations. Elles ne sont pas considérées d'abord. L'écart d'âge au mariage, parce qu'elles-mêmes, elles sont passées par là. Pour beaucoup, elles sont passées par là. Elles ont été mariées jeunes à des hommes qui sont plus âgés, même des fois, plus que leur papa. Donc, en ce moment-là, tu n'as pas de voix. Ce que tu dis, on ne t'écoute pas. Moi, je vais plutôt dire le contraire et aller dans le sens qu'il est temps vraiment de faire du bruit sur ces situations pour que la communauté commence par réaliser l'ampleur de la catastrophe qui nous tombe dessus. C'est très important. Il ne suffira pas seulement de parler sous la couette. Vous êtes dans une communauté et où on planifie, ton mari te dit, en fait, généralement, c'est pas une discussion, c'est une information qu'on donne. C'est-à-dire que la décision de l'homme a déjà été prise avec ses compères. On t'informe, toi, la femme, que bon, demain, il y a un mariage de ton enfant. Occupe-toi de la cuisine. Malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est ce qui se fait. Il est temps de se prononcer. Et pour ça, je rejoins le facteur que tu as donné tout à l'heure, la peur. C'est vrai. Et il y a plusieurs raisons à ça. Les femmes qui se taisent sur ces situations, elles ont peur du rejet. D'abord, elles n'ont pas d'autonomie financière, oui. Ce qui fait que quand elles partent de là, si elles décident de quitter ce foyer sous la menace, si tu insistes à donner mon enfant en mariage, je pars et je disparais avec cet enfant. Elle ne peut pas malheureusement le faire parce qu'elle n'a pas d'autonomie financière. Elle n'a pas la possibilité que si je pars, je pourrais aller louer quelque part ou bien changer de communauté pour sauver mon enfant. Elle n'a pas ça. Elle a peur également des représailles de sa belle famille, de la communauté, qu'on la pointe du doigt et tout ce qui va avec pour qu'elle se sente la pression isolée. sociale. La pression sociale, la pression économique également. Ces deux facteurs-là sont très, très importants. Et ces peurs-là amènent ces femmes à garder le silence. Alors qu'aujourd'hui, elles ont beaucoup plus de possibilités de dénoncer ces phénomènes anonymement. On a plusieurs mécanismes qui sont mis en place. Justement, est-ce que les femmes qui font partie de ces communautés, de ces contrées, ont accès à ces mécanismes, sont au courant? Est-ce qu'elles ont l'information? Je ne crois pas. Oui, allez-y. Le problème, c'est que moi, j'aimerais que, faire du bruit, c'est bien. Par exemple, nous, en tant que mouvement Enfants pas épouses, on peut faire le bruit. Mais il faut que le travail se fasse à deux niveaux. À notre niveau, on peut dénoncer les cas et puis sensibiliser les gens à dénoncer les cas. Mais de manière sous-jacente, il faut que les femmes elles-mêmes, elles puissent être actives, préserver son foyer, mais au même moment être convaincantes. Je ne sais pas si vous comprenez. Le problème, c'est qu'on va agir dans deux cas. Sur la surface, les OSC font déjà un bon travail. Du nord jusqu'au sud du Togo, il y a des OSC qui sont sur le terrain et on encourage les dénonciations et autres. Mais au sein des familles même, il faut que un travail se fasse pour qu'il y ait vraiment un changement de mentalité. Une fois que le changement de mentalité s'opère, ça va être très facile. Il faut vraiment cela, que les femmes au lit, elles ont le pouvoir. Ce que femme veut, Dieu le veut. Il ne faut pas se taire.
Tu fais une bonne bouffe à ton mari et puis il t'annonce après, il t'a annoncé que demain, telle heure, c'est mariage de ta fille, ainsi de suite. Ok, tu prends patience. La nuit, on s'est amadoué nos hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, déjà, avec petit à petit, tu sais, chérie, aujourd'hui, ce fleuret puni. Tu risques 3 à 5 ans de prison. Regardez, c'est ainsi de suite, petit à petit. Dans ce cas, c'est pour changer les mentalités, quoi. Est-ce qu'il faut attendre qu'on annonce le mariage des enfants avant de commencer la négociation? Non. Parce que généralement, c'est déjà conclu. Non, normalement, même si c'est conclu, il est le papa, il peut toujours changer. C'est lui qui a le dernier mot. Il peut toujours changer à tout moment. Maintenant, les femmes, est-ce que les femmes doivent attendre? Elles savent que c'est monnaie courante dans leur communauté. Elles ont subi les conséquences du mariage précoce. Est-ce qu'elles doivent attendre que leur fille ait 11 ans, 12 ans avant de commencer par parler à leur mari? En fait, ce que moi j'aimerais qu'on comprenne, oui, c'est que ce phénomène ne se perpétue pas seulement parce que les femmes se taisent, les mères se taisent. J'ai parlé en début de la société patriarcale dans laquelle nous sommes. Et dans cette société, les femmes n'ont pas de pouvoir qui leur est donné. Mais il y a des tout le travail qui est fait actuellement permet de changer les choses dans une certaine mesure. Et sur ça, surtout, il y a le travail qui se fait sur l'autonomisation financière et également un travail qui se fait de plus en plus sur l'autonomie corporelle. Les femmes qui sont les mères de ces jeunes filles-là, qui sont passées par là, elles ont été formatées dans un système bien donné. Et ce système a veillé à ce qu'elles n'aient rien en leur nom, qu'elles ne possèdent rien. Tu n'as rien, tu es sous contrôle. Tu n'as pas droit au chapitre, tu ne peux rien décider. Si tu pars de la famille dans laquelle tu es, d'où tu sors là, c'est cette famille qui t'a vendu. Déjà, tu sais que tu n'as pas d'allié là-bas. Tu ne peux pas aller là-bas. Ça, c'est déjà un frein. C'est déjà l'un des facteurs qui explique le silence de ces femmes-là. Et je l'ai dit aussi que des décisions, dans beaucoup de cas, ces décisions sont prises par l'homme, actées par ses compères, et l'information est portée à cette femme-là. Oui, cette femme ayant vécu ces situations, ayant enfanté, inconsciemment ou non, à cette peur-là que ce même phénomène arrive à son enfant, à cette hantise-là. Mais je parie que si aujourd'hui, ces femmes qui sont dans ces situations-là avaient les moyens de partir, il y aura moins, on entendrait de moins en moins parler du mariage des enfants. Et les hommes sachant cela, les auteurs de ces pratiques sachant cela, font le nécessaire pour qu'elle n'ait rien. Je vais parler du cas de la petite Justine, le nom d'emprunt de la tragédie qu'on a vécue au Togo en début d'année. Oui. Malheureusement, cette petite s'est retrouvée dans ces situations avec l'enfer qu'elle a vécu dans cette prison La maman appelée foyer. Elle a fait le choix malheureux de s'enlever la vie pour que son acte puisse parler aux autres. La maman, selon l'article lu sur la page d'Afrique, sur le site d'Afrique, elle a quitté le foyer parce que c'est sa manière à elle de protester contre ce qui arrivait à son enfant. Et combien? Pour un montant de 120 et quelques mille. Oui, une centaine de mille. Ce monsieur n'a pas consulté sa femme. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pas en faisant à manger à ce monsieur que monsieur... Je suis sûre que cette femme-là, même étant dans cette situation, a pu, je ne sais pas moi, faire les meilleurs plats du monde à ce type. Oui. Mais ça a été fait, oui, malheureusement. Un instant, je reprends ma question. Dans les communautés d'où viennent les femmes, elles ont conscience que le mariage des enfants existe. Pourquoi ne pas se lever plus tôt, commencer la lutte et attendre peut-être à la veille des 10 ans ou de la puberté pour commencer par négocier avec les maris? Moi, je ne parle pas de... le terme de négociation, je ne suis pas très d'accord avec ça. Parce que pour moi, on a dépassé ce niveau. Et puis ces femmes, c'est qu'elles avaient ce réel pouvoir de négociation et d'influence sur leur conjoint. Il y aurait déjà eu une baisse de ce phénomène-là du mariage d'enfants. Ce qui veut dire que dans les faits,
Elles n'ont pas de réel pouvoir. Mais je rejoins l'un des facteurs qui est le manque d'information de ces femmes-là. Elles vivent dans la peur. Elles ne savent pas qu'elles ont du soutien. Moi, je dis aujourd'hui, mesdames, vous avez du soutien. D'accord? Vous n'êtes pas seules. Vous qui nous entendez aujourd'hui, quelle que soit la communauté dans laquelle vous vous trouvez, vous n'êtes pas seules. Il y a des mécanismes qui sont mis en place. Si vous avez peur pour votre vie, vous avez peur d'être attaqué par les membres de votre communauté, il y a ce mécanisme, la ligne verte 10-11, qui vous permet d'appeler et de dénoncer ce qui se passe. Quand vous appelez, personne ne saura que c'est vous. Vous appelez, vous donnez toutes les informations nécessaires. Et puis, sur cette ligne, vous pouvez parler dans toutes les langues possibles. Milate do ekbekede, nyabe ekbeke, minya, milate do, et là, les lignes, on dit 10-11. Fatae, vous dénoncez, ça c'est l'un des mécanismes qui sont mis en place, étant conscient de la situation de ces populations-là, de ces femmes-là, pour qu'elles puissent dénoncer tranquillement. Et il y a également les forces de l'ordre qui ont été formées pour travailler sur ces sujets. Si vous avez peur d'aller, par exemple, quand vous voyez dans un commissariat, vous savez où se trouve un agent de police, où vit cet agent de police dans votre communauté. Vous savez, mesdames, comment faire pour rencontrer ce monsieur et lui faire parvenir cette information. Il y a également les OSC qui ont des cellules mises en place. Il y a WIDAF qui a des cellules mises en place dans chaque région, Plan International qui a des UNICEF, même Wanet Togo, qui ont des cellules mises en place dans chaque région. Et ces cellules sont composées par des leaders communautaires, des chefs de village, des leaders religieux également, imams, pasteurs et tout. Rapprochez-vous de ces personnes-là, faites-leur part de ce qui se passe chez vous, de la tragédie qui s'annonce, que vous avez vue, que vous sentez venir. Ces personnes sauront vous guider. Vous n'êtes pas seul. La peur, c'est juste... Oui, il y a des facteurs qui sont là, mais c'est dans votre esprit. Libérez-vous de ça. Une fois que vous aurez pris votre courage pour agir, pour dénoncer, non seulement vous allez sauver la vie de votre enfant, mais vous allez sauver votre vie. Parce que si cet enfant continue pas à aller à l'école, il y a plus de possibilités qu'elle ait plus de moyens pour vous aider, vous, et peut-être ses frères et sœurs dans l'avenir. Mais surtout pour la garder en vie. Parce qu'une fois dans ce ménage-là, il y a le risque, elle va tomber enceinte. Il y a beaucoup de risques. Merci beaucoup. Alors, Mimi Akako, à part, au-delà du fait de dénoncer, d'appeler la ligne verte, comment est-ce que les femmes doivent s'y prendre? Quelle autre manière il existe pour dénoncer? Et justement, c'est de ça que je parle. Oui. Les dénonciations sont importantes. Les sensibilisations sont importantes. Mais il faut un travail au niveau psychologique. Il faut que les gens comprennent que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Et ça, ce ne sont pas les dénonciations qui vont résoudre le problème. Généralement, les dénonciations, c'est bon, c'est très bien. C'est bien. Peut-être on va mettre le monsieur en prison, mais est-ce qu'au fond de lui, il a changé? Nous, on veut des changements de normes qui vont perdurer dans le temps. Il faut que la personne même comprenne que ce que je fais là, c'est pas bon. Et ce travail, c'est les femmes elles-mêmes qui doivent le faire. Pour la pureté de la fille aussi, c'est elle-même qui doit éduquer son enfant pour savoir que tu dois te préserver. Puisqu'ils prennent des raisons pour dire que c'est pour éviter les vagabondages sexuels qu'on met les filles en mariage. Donc, il faut que la fille soit éduquée. Si c'est possible que la femme, à travers sa patience, son savoir-faire, peut changer son monsieur aussi, ce sera un atout. Une fois que le monsieur est convaincu à sa cause, comme si le monsieur a vraiment compris que ça là, c'est pas bon, c'est lui plutôt qui va maintenant changer tous les autres messieurs. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Si il est convaincu que ma fille, si elle n'est pas allée dans le mariage précoce, mais plutôt si je la laisse fréquenter et elle est âgée et un jour elle devient avocate, docteur ou quoi que ce soit, ça va m'arranger plus. Il faut qu'on veut changer le fond, quoi. Très et bien. ce travail, c'est les femmes Très bien. qui sont à la maison, qui sont capables de le faire. Les OSC et nous, les mouvements, on va encourager les dénonciations, les sensibilisations, mais très souvent, là où les femmes ont les pouvoirs, c'est ça que je dis, que tu connais ton monsieur, tu peux le convaincre. Là, c'est un problème de tout le monde. Hein. Oui, ça les concerne tout le OSC monde. peuvent le faire à la surface, on va emprisonner les gens. Mais et les autres?
il faut que les femmes aussi sortent de leur silence. Travaillez, pas seulement à la maison, autour de vous aussi. Vous êtes commerçante au marché, parlez-en. Avec le problème de Justine, on sait comment, nous les femmes, on ne sait pas la blague. Tu sais ce qui s'est passé la fois passée. J'ai appris qu'on voulait mettre ta fille en mariage. Il faut raconter cette histoire à ton homme là. Tu connais, on a des tactiques, on a des stratégies quoi, pour gagner les messieurs à notre cause. Parce que ce fléau-là, ça n'arrange personne. D'accord, très bien. Alors, dans ce que vous avez parlé, vous avez cité le fait que les femmes puissent négocier, travailler dans les soubassements pour convaincre les maris. Maintenant, dans les communautés où peut-être il n'existe pas d'associations, de cellules, de dénonciation ou des associations qui pourront très vite intervenir, comment est-ce que ces femmes-là peuvent faire pour dénoncer les cas imminents de mariage? Bon, aujourd'hui, les OSC sont un peu partout. Sinon, ils sont en train de faire un bon travail. Même au niveau de l'État, il y a un bon travail qui se fait au niveau de l'éducation, au niveau du ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, si jamais tu oses toucher un élève, tu as des affaires avec l'actuel ministre. Donc, bon, en tout cas, au Togo, dans les 5 régions, les structures sont là, les OSC sont là en quantité. Il est vrai que bon, les cellules ne sont pas tellement actives, mais vous pouvez toujours localiser une structure où vous pouvez dénoncer. Il y a les lignes vertes que madame vient de dire également. Oui, et c'est d'accord. Alors, l'autonomisation, une solution au silence des femmes? La dernière question pour clôturer cette émission. Oui, l'autonomisation, et pas que l'autonomisation financière. Je vais rajouter l'autonomie corporelle. C'est très important que chaque individu dans notre société ait la possibilité, la capacité de contribuer à la construction et au développement de sa société, de son environnement et de sa communauté. C'est très important. Si on handicape, on prive des femmes, des jeunes filles, une catégorie de la population d'opportunités justes pour nos besoins ou bien nos privilèges personnels, non seulement on est ingrat et on est injuste envers ces personnes, mais on est ingrat et injuste envers sa communauté, envers la population. On s'handicape soi-même. C'est tellement aberrant, en fait, de voir à quel point aujourd'hui on arrive encore à rappeler aux êtres humains, je l'ai dit en début, que les femmes, c'est pas parce que tu as un vagin ou j'ai un vagin que je suis un objet. Je suis un être humain à part entière, comme toi. Est-ce que la manière dont tu me traites, est-ce que toi, l'homme en face, est-ce que toi, quand tu étais enfant, tu avais 12 ans, si on décidait de te donner, de te vendre à un autre homme ou à une autre femme plus âgée que toi, ou bien ta grand-mère, est-ce que ça te plairait? La manière dont tu traites ton conjoint, ton prochain, est-ce que ça te plairait qu'on te traite de cette manière? Non. L'autonomisation, c'est très important. Oui. C'est très important. Stratégie pour l'autonomisation financière des femmes dans les communautés où le mariage des enfants est légion. Dans les communautés, je vais suggérer, il y a des regroupements de femmes. Oui. D'accord? Les femmes qui sont transformatrices, qui font la vente des récoltes, elles se regroupent. Elles ont leur regroupement. Et dans ces regroupements, elles peuvent travailler à transformer ces regroupements-là en coopératives. Et pour ça, elles peuvent obtenir de l'aide auprès des nombreuses institutions présentes dans notre pays, auprès des nombreux également OSC dans notre pays, qui peuvent les accompagner dans ce processus-là. Et dans ces regroupements-là, elles-mêmes, elles font des tontines. Et à travers ces tontines-là, avec l'appui des OSC, les OSC sont partout aujourd'hui. Les organisations de la société civile, il y en a dans presque toutes les communautés. Elles peuvent aller se diriger vers les représentants, les agents de ces OSC-là pour partager des idées, obtenir également des idées, des appuis pour enrichir et développer leurs idées. Mais il est très important que les activités qu'elles mènent, quelle que soit l'activité... Les AGR. Oui, quelles que soient les activités génératrices de revenus qu'elles font, ou même pour celles qui n'en font pas, elles peuvent également obtenir de l'aide. Mesdames, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la communauté que vous formez, si vous remarquez autour de vous une amie ou bien une jeune fille qui vit dans des conditions difficiles, prenez la main de cette fille-là. Même si c'est lui donner un travail de servante quelque part,
permettez-lui de le faire, payez-la bien et veillez à ce qu'elle puisse se reconstruire. Quels sont les moyens de subsistance? Comme ça, au cas où, un jour, elle se retrouve dans une situation difficile, non seulement qu'elle puisse se reconstruire, mais qu'elle sache également qu'il y a une communauté des gens à qui elle peut tendre la main et recevoir de l'aide. La solidarité. La solidarité, c'est très important. Un dernier mot, Madame Mimi. Oui. En fait, c'est que ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que les gens puissent comprendre que la pratique du mariage d'enfants n'avantage personne. Que d'une manière ou d'une autre, nous devons vraiment éradiquer ce fléau. Parce que l'avenir de notre nation aussi en dépend. Pas seulement les filles ou bien les familles, mais notre nation, l'avenir de notre nation en dépend. Parce que les femmes représentent 52%. Mettre toute cette population à contribution pour qu'on puisse vraiment évoluer économiquement et sur tous les plans aussi. Protéger les enfants, protéger la vie des filles, il est essentiel de les éloigner, d'éviter le mariage des enfants. Sur le sujet du mariage des enfants, il y a tellement de choses à dire que je pense que nous allons organiser une seconde partie. Dans un prochain numéro, nous allons aborder le sujet. Merci à vous, Essenam Nuklui qui nous vient du WANEP Togo et Mimi Akakpo Badohon qui est membre du mouvement âme et militante aussi au niveau de WILDAF Togo. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs et auditrices de Radio Djena, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un autre numéro de votre émission hebdomadaire. Et nous, c'était Meshak Nyaro au micro. Au revoir.